Il y a trois cas. Il y a le premier cas, c'est le cas où on parle de choses très lointaines sur lesquelles la prédiction n'aura aucune influence. Et dans ce cas-là, on peut considérer que c'est la même chose que la prédiction scientifique. C'est ce qu'il dit. Encore que ce premier cas est extrêmement problématique à mon avis. Mais enfin, deuxième cas, c'est la prospective telle qu'il évoque le Jouvenel, les futuribles, etc., qui consiste à proposer un discours conditionnel. Si vous prenez telle décision, il se passera ceci. Si vous prenez telle autre décision, il se passera cela. C'est donc le principe des scénarios. Hein. Il y a une hypothèse au départ, on part dans telle direction, on fait telle hypothèse, le principe des scénarios. Et puis, troisième situation qu'il évoque, qui est la situation où la personne qui propose une prédiction sait qu'elle va avoir une influence sur le social et en tient compte pour la pertinence de sa prédiction. À ses yeux, c'est ce troisième cas qui est le cas intéressant. Et il fait une critique assez sévère de la prospective, précisément parce qu'il considère que cette position conditionnelle n'est pas pertinente et qu'il faut donc aller vers cette façon de penser qui, je dirais, se rapporte en fait au grand courant du pragmatisme et à Austin et sa performativité. C'est-à-dire qu'il faut penser que le langage, son expression, c'est agir et que ça va donc transformer le monde. Il faut en tenir compte pour que l'action de prédire soit pertinente. Alors si j'ai évoqué ça, c'est parce que je trouve que dans beaucoup de travaux et beaucoup de réflexions qui se sont passées ces 30 dernières années, je dirais, il y a un engouement trop fort pour les procédures itératives et réflexives au sens d'un feedback de la pensée sur le social et du social sur la pensée. On adore les procédures d'itération. Hein, c'est l'idée de la performativité. Hein. C'est que, pour Michel Callon, la science est performative, c'est-à-dire qu'elle modifie son objet d'étude. Oui, alors, ma réaction là-dessus, c'est que, et c'est le deuxième point en fait, hein, déjà, ma réaction là-dessus, c'est que, d'abord, c'est une sorte de mode qui ne va pas jusqu'à la convergence qu'on attend d'elle. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple du grand dilemme philosophique nature-culture, le livre de Descola. Alors, la nature, il faut la connaître, et la connaissance nous la fait connaître mieux. Mais, évidemment, cette connaissance, elle est dans une large mesure culturelle, puisqu'elle projette tout ce que la culture et la civilisation a fait de nous pour poser des questions à la physique, poser des questions au monde autour de nous. Et donc, on voit bien que cette nature naturelle est en fait une nature culturelle. Mais alors, si elle est culturelle, ça renvoie à notre passé d'être vivant et de tous les outils qui accompagnent le développement des êtres vivants, et donc de notre nature naturelle. Et donc on a nature-culture, 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 vers une sorte de point projectif, asymptotique, qui laisse un peu comme un point d'orgue, je dirais, dans le vague. C'est ça qui me gêne dans ces situations, dans ces approches. Ceci dit, évidemment, le livre est si bien écrit que de toute façon, il apporte beaucoup. Je parle du livre de Descola, mais néanmoins, il y a dans ces procédures, je trouve, finalement, si on cherche quand même à construire une pensée, je dirais pas radicale, mais une pensée qui vraiment prend la mesure des problèmes qui se posent aujourd'hui, on a besoin, il me semble, d'éviter les points fixes.
Parce que les procédures itératives en mathématiques, ça converge vers des points fixes. Alors, il y a un point fixe ou plusieurs points fixes, mais alors les points fixes, c'est quoi aujourd'hui? Eh bien, c'est la croissance. Pourquoi? La croissance, c'est un point fixe, parce que pour les patrons et dans le dialogue avec les partenaires sociaux, ça avantage les patrons, ça avantage aussi les syndicats, ça avantage tout le monde. Donc, il faut aller vers la croissance. Donc, ça devient un point fixe de toute cette itération. Donc, il y a point fixe, qu'est-ce qu'il y a comme point fixe encore? J'en avais noté, là, il m'échappe. Le point fixe sociocentriste. Hein, c'est-à-dire que la sociologie, évidemment, ça englobe tout, exactement tout. Et donc, à partir d'une réflexion sur la sociologie, eh bien, ça y est, on a un point fixe. Il y a un truc amusant à ce sujet que je signale en passant, à propos de David Bloor. Vous savez, David Bloor, c'est un sociologue qui est professeur à l'université d'Édimbourg et qui était le leader de ce qu'on appelait le programme fort. Le programme fort, c'était un programme dans lequel, effectivement, on expliquait tous les contenus de connaissances grâce à la sociologie. Et ce dont je me suis rendu compte il n'y a pas tellement longtemps, mais peut-être que plusieurs d'entre vous le savent, plus d'un siècle avant David Bloor, il y a Goblow qui a déjà écrit que... tu connaissais? Et oui, il a écrit déjà que les mathématiques et la science sont des phénomènes sociologiques, et donc la logique, il a écrit explicitement, donc c'était je crois en 1889, en 1898 je crois, la logique est une partie de la sociologie. Il a écrit ça explicitement. Alors ce qui est amusant pour nous, je ne sais pas si David Bloor le sait, ce qui est amusant pour nous, c'est qu'il a écrit ça donc 5 ans avant la plus grande crise que jamais les mathématiques et la logique aient rencontrée avec l'effondrement du système de Frege. Et alors évidemment, le pauvre sociologue n'avait absolument pas les outils pour pouvoir penser une chose aussi profonde. Donc là, on voit combien que le point fixe du sociocentrisme est aussi une sorte de... on pourrait dire le point de fuite de la perspective. Et puis finalement, c'est le point fixe de la politique. Hein. L'ombilique de la sociologie des sciences, c'est la politique. Et je trouve un peu curieux qu'on voue un tel culte à la politique. Parce qu'au fond, moi j'ai un peu le sentiment que la politique n'arrive pas à sortir des ornières dans lesquelles elle est. Sur la corruption, sur les ventes d'armes, sur la drogue, sur plein de phénomènes, elle reste exactement toujours dans la même situation, sans parler de la biodiversité. Donc là, ça aussi, ça me surprend. Donc ça, c'était un peu le début, c'est pour ça que je voulais poser ces questions, que il me semble, mon souci, c'est d'essayer de sortir de cet engouement pour les procédures itératives. Bon, je pense que c'est tout à fait dans la ligne du pragmatisme. D'ailleurs, Rorty, l'homme spéculaire, c'est la réflexion, ça recommence indéfiniment. Hein, et donc, pour essayer de trouver une autre voie. Alors, quelle voie ? Donc, juste pour bien comprendre, c'est la question des points fixes qui serait liée finalement à une sorte de circularité de la pensée. Parce que quand tu parles de processus itératif, c'est finalement des choses qui sont circulaires. Entre la pensée et le social. Parce que toujours je pense entre la beaucoup pensée et le social. À Edgar Morin, par exemple, pour lequel... il y a dans sa pensée, la philosophie d'Edgar Morin, c'est une philosophie circulaire où en fait tout est dans tout, tout se répète. Est-ce que c'est à ça dont tu fais référence ? Pas vraiment. Oui, je vois bien. Edgar Morin, il a tenté un petit peu, mais je pense beaucoup plus à Austin, Rorty, aussi bien que Latour, Calon. Calon a explicitement dit la science est performative. Donc ce terme de performatif, comment ? Non, on ne peut pas mettre Austin et Rorty sur le même plan, je suis tout à fait d'accord. Et Austin, s'il est l'inventeur du terme de performativité,
il n'a pas tout à fait le niveau intellectuel de Rorty, c'est tout à fait sûr. Il n'a pas vu le rôle des institutions dans la performativité, etc. Non, je suis tout à fait d'accord, merci. Mais bon, c'est un peu comme Auguste Comte avec la sociologie, il est l'inventeur du terme. Hein, donc, voilà. Okay. Et c'est cette espèce de prise, c'est tout à fait typique hein, dans l'exemple de Jean-Pierre Dupuy. Lui, il s'intéresse au cas où le prédicteur sait que sa prédiction va perturber le système et en tient compte pour trouver la formulation la plus pertinente. C'est bien ce feedback-là qui me paraît un peu un tour de passe-passe. Bon, sans critiquer ici Jean-Pierre Dupuy, pour lequel j'ai une très grande admiration, je considère que, en ce qui concerne le catastrophisme éclairé, il arrive à une situation d'une pensée analytique, d'une telle abstraction qu'elle me paraît finalement justement ne pas répondre à la performativité sociale. Parce que, bon, c'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop abstrait pour pouvoir effectivement avoir une quelconque efficacité. Et donc là, il y a des raisonnements, je dirais, un peu comme aiment en avoir les économistes, avec du méta. Mais, alors, ils pensent que je vais penser ça, méta, etc. Alors, voilà. Je crois qu'il y a un peu un abus de ces façons de penser. Et un de mes points de départ, ça a été effectivement d'essayer de m'échapper de ce genre Alors, point fixe, parce que je pense que, finalement, il y a un certain conformisme dans cette façon de penser, dans la mesure où l'itération, elle reste en pointillé. Ça reste un peu virtuel, tout ça. C'est ça ma façon de sentir les choses. Et donc, comme alternative, un petit peu, tu proposes de redonner une place à l'interprétation, alors d'une part, et à la question de, dans la science aussi, comment redonner une place alors, de ce que tu appelles la crainte. Alors peut-être que tu peux nous en dire plus sur la question de l'interprétation, du rôle de l'interprétation dans la construction de la connaissance, qui peut permettre peut-être de trouver une issue. Déjà. Ça, c'est vraiment pour moi un point très très fort. Je crois qu'on a sous-estimé l'importance de l'interprétation dans la connaissance. C'est vraiment un point majeur de mon opinion, de ma philosophie, et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs aux doctorants de l'Université Paris-Est. J'ai trouvé il n'y a pas tellement longtemps un excellent exemple je vais vous donner quelques exemples qui vont dans ce sens, qui montrent l'importance de l'interprétation. En fait, un cours d'histoire des sciences le montrerait très bien, tellement c'est présent. C'est dans la grotte de Père-non-Père, près de Bordeaux. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. C'est une grotte qui date de l'Aurignacien. Alors l'Aurignacien, c'est très ancien. C'est bien avant Lascaux et c'est même bien avant la grotte Chauvet. Donc la grotte Chauvet, c'est 25 000, 30 000, et là, c'est au moins 5 000 ans avant. À cette époque-là, les parois de la grotte ne sont décorées que par des gravures qui sont faites au silex sur le calcaire. Ce qui est bien, c'est qu'on voit la vraie grotte. Et alors, c'est difficile de décrypter tous ces graphiques, mais il faut penser qu'à l'époque, et probablement ces dessins se sont étalés sur plusieurs milliers d'années, donc c'est très très long, à l'époque, la paroi devait être noircie par les fumées, de telle sorte que c'était le dernier dessin qu'on voyait le mieux, n'est-ce pas? Et donc la difficulté que nous avons à lire n'existait probablement pas à l'époque. L'Aurignacien. Alors ce qui est très frappant, c'est que ces artistes, appelons-les comme ça, ces artistes ont utilisé des particularités de la paroi pour leur dessin. C'est-à-dire que il y a un mammouth, l'œil du mammouth, c'est un petit coquillage fossile qui est dans le calcaire. Là, l'échine, c'est une fissure qui existait. Et donc, on peut se poser la question de savoir si les dessins, eh bien, l'artiste avait un mammouth dans la tête et qui cherchait le meilleur endroit pour le mettre. En vérité, ça ne s'est pas passé comme ça du tout.
Et tous les paléontologues ont bien compris que c'est l'inverse qui s'est passé. L'artiste, il a vu un mammouth sur la paroi. Il a vu un mammouth sur la paroi et il a continué le mammouth. À tel point qu'à certains endroits, il n'y a pas la place de faire tout l'animal. Donc et ça se retrouve dans d'autres grottes de la même époque. Ça veut dire que le premier talent de ces hommes, et je crois que c'est quand même révélateur de savoir comment ça se passait à cette époque-là, le premier talent, c'est un talent d'interprétation. Il reconnaît des choses sur la paroi. Il voit un mouflon, il voit un mammouth, et après, il le dessine. À tel point que certains paléontologues ont dit, ces gens-là pensaient que la paroi parlait. Donc ça, c'est un exemple qui est très, très intéressant et très frappant, et qui est corroboré d'ailleurs par d'autres remarques. Par exemple, le linguiste benveniste, en étudiant les langues indo-européennes, a remarqué que la construction des langues elle-même aussi fait part d'interprétation. Par exemple, on peut remarquer que le mot chêne est désigné par un mot qui veut dire dureté et qui existe déjà dans des branches de l'indo-européen où il n'y a pas cette plante, le chêne. C'est-à-dire que c'est la dureté qui préexistait et qui a été reconnue dans le chêne, n'est-ce pas? Donc ça va dans le même sens un peu que ces histoires de... Donc ça, c'est un premier exemple qui montre que... Et ce qui est très curieux, par exemple, c'est que Jacques Monod, dans sa grande fresque de l'humanité, il parle du caractère téléonomique du langage. Pour chasser, ils sont plusieurs, ils parlent, ils se font des signes, ou d'un pré-langage. Et jamais il évoque l'intérêt de l'interprétation. Alors qu'évidemment, reconnaître un bruit, reconnaître une odeur, c'est tout à fait important. Téléologiquement, on peut dire que c'est même tout à fait fondamental. Et donc ça, il n'en parle pas. Et pourquoi il n'en parle pas? Parce que Monod, c'était l'introducteur des idées de Karl Popper en France et que ça va tout à fait contre sa philosophie. Et Popper aussi, il est tout à fait adversaire à toutes les idéalités, Platon, etc. Et donc, il y a un peu incompatibilité entre... Alors, je continue sur l'interprétation parce que pour moi, c'est vraiment très important. Il y a un exemple central. C'est Galilée. C'est Galilée. Je dis que un positiviste, à l'époque de Galilée, aurait donné raison à l'Inquisition. C'est très facile à comprendre. À cette époque-là, il n'y a pas la mécanique de Newton, il n'y a que de la cinématique. Donc, c'est juste la description des mouvements. Et la cinématique, ça peut se faire de n'importe quel point de vue. On peut faire le mouvement des astres à partir de la Terre, on peut le faire à partir de la Lune, on peut le faire à partir de n'importe quoi. Et à cette époque-là, s'il s'agit simplement de décrire, il y avait un système extrêmement précis. C'était le système des cycles et des épicycles qui était utilisé par Tycho Brahe, qu'on appelle le système ptolémaïque. C'est un système qui est géocentrique et les planètes tournent sur des cercles dont le centre tourne sur un cercle autour de la Terre, voire sur des cercles dont le centre tourne sur un cercle, dont le centre tourne sur un cercle autour de la Terre. Et grâce à ces représentations, Tycho Brahe avait un système très précis. Il faut penser que le système de Copernic, héliocentrique, c'était des cercles autour du Soleil à l'époque, et donc c'était très faux. Très faux. Le système le plus précis, c'était un système géocentrique. Et en plus, il avait cette particularité tout à fait remarquable, c'est qu'il était indéfiniment perfectible. Parce que si on rajoute des cercles, on peut montrer que ça fait des développements de Fourier, et donc ça décrit n'importe quel mouvement périodique. Donc c'était vraiment ainsi. Alors pourquoi Galilée est tellement confiant, tellement sûr de lui, pour défendre le système héliocentrique, sachant que 30 ans auparavant, Giordano Bruno avait été brûlé à Rome pour les mêmes idées. Donc, c'était vraiment dangereux. Et pourquoi il était tellement convaincu? Parce qu'il avait vu dans sa lunette les satellites de Jupiter. Et les 4 premiers satellites de Jupiter
C'est tout à fait impressionnant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Quand on les regarde au début de la nuit et à la fin de la nuit, on ne les voit pas au même endroit. Et donc ça fait comme une pendule dans le ciel. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, c'est une pendule dans le ciel. À partir du moment où il avait vu ce modèle, disons, il était absolument convaincu que c'était lui qui avait raison. Et donc c'est typiquement de l'interprétation. Et le cardinal Bellarmine, il est parfaitement fondé à dire, mais la science, c'est la description du monde, l'interprétation, c'est l'Église. Et donc, c'était exactement ça la situation de l'époque. N'est-ce pas? Alors, l'interprétation, c'est donc fondamental avec cet exemple de Galilée. Mais si j'ai quelques minutes... oui. J'ai une question reliée sur ton propos précédent. En quoi, justement, cette importance nouvelle que tu donnes, enfin nouvelle en tout cas, j'insiste sur ça, sur le fait que l'interprétation a toujours une place dans la construction des connaissances. En quoi c'est une façon d'éviter les procédures que tu as appelées de points fixes? Parce que l'interprétation dans la sociologie des sciences, elle a une place aussi. Alors, elle est liée au contexte. Oui. Et du coup, est-ce que ça veut dire que tu détaches l'interprétation du contexte? En tout cas, tu recouvres. C'est compliqué, là. Tu m'obliges à faire un détour, mais qui est intéressant. C'est que ma position, elle est très fondamentalement anti-positiviste. Le positivisme, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi considérer que la connaissance est faite de lois. De lois, on n'a pas besoin des causes premières ni des fins ultimes, mais des lois. Claude Bernard, on fait des lois. Des lois, c'est-à-dire des fonctions mathématiques. Bon. Il y a même des textes d'Auguste Comte typiques qui récusent l'usage de l'imagination dans la science. Il dit, c'est pas ça du tout, à tel point que des gens comme Marcellin Berthelot dit, Marcellin Berthelot a une phrase, le monde ne peut être deviné. Phrase stupide. C'est probablement la plus grande bêtise qu'on ait jamais dite, parce qu'il y a énormément de choses qui ont été devinées. Il y a bien sûr la planète Neptune, mais aussi le positron, mais aussi les laryngales par Saussure, mais que sais-je, il y en a des... Donc on n'a pas arrêté de deviner. Et donc ça, le positivisme, c'est donc quelque chose qui récuse l'interprétation. Et donc, mais il me semble qu'une grande part des critiques qui sont résolues par ces méthodes sociologiques sont des critiques qui, en plus, je l'ai dit, ne vont pas jusqu'à leur aboutissement, mais en plus portent essentiellement sur une vision positiviste de la science. C'est ça un peu, c'est comme ça que ça boucle, si tu veux. Alors, cette clarification était importante, mais je reviens à certains exemples. L'interprétation, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une compréhension exigeante d'une situation. Une compréhension qui a sa cohérence interne. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une hypothèse, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une valeur, c'est différent. C'est une interprétation. Et alors, pourquoi je suis tellement persuadé que c'est très important? Parce qu'on utilise tout le temps des interprétations en mathématiques. C'est ma première raison. La théorie du potentiel, c'est une généralisation de la gravitation, mais il y a une autre interprétation, c'est l'électrostatique. C'est une autre interprétation. Les mots n'ont pas le même sens, les signes n'ont pas le même sens. Et il y a même des notions nouvelles, un dipôle, parce qu'il y a des masses négatives avec l'électrostatique, et donc il y a un dipôle, des doubles couches, etc. Et puis, il y a encore deux autres interprétations, je vais vite. Il y a une interprétation avec la chaleur de la théorie du potentiel, et puis une interprétation avec la mécanique des fluides. Et au XXe siècle, on en a trouvé une cinquième, avec le mouvement brownien. 5 interprétations de la même théorie, c'est-à-dire, au fond, on pourrait dire du même texte. C'est pas de l'herméneutique, mais ça ressemble un peu. On a un texte mathématique avec des formules et on le comprend de 5 façons différentes. Ce qui est curieux, c'est qu'on n'en trouve pas une 6e. C'est ça qui m'intéresse. Il y en a 5 pour l'instant. Et en trouver une 6e, ça serait un apport majeur, parce que ça permettrait d'aller plus loin, de se faufiler dans des questions nouvelles.
Alors, sans dire des choses très savantes, il y a un autre exemple très frappant. C'est en mécanique quantique, il y a un espace qui s'appelle l'espace de Fock. Je ne rentre pas dans les détails. L'espace de Fock, il y a 2 interprétations probabilistes, et 2 seulement. Une avec le mouvement brownien et une autre avec les répartitions de points, qu'on appelle les répartitions de Poisson. Et le passage de l'une à l'autre est plein de questions, plein de problèmes. Quand on comprend d'un côté et qu'on transporte ça de l'autre côté, ça fait des grandes interrogations. On comprend plus ce qui se passe, etc. C'est d'une fécondité extraordinaire. C'est pour ça que les mathématiciens sont ravis par ce genre de situation. Donc il y a... Alors... l'interprétation, c'est très important dans la connaissance. Alors, je suis forcé de citer là un auteur, c'est Lacan. Parce que s'il y a quelqu'un qui a été très, on pourrait dire, véhément contre le positivisme, c'est bien Lacan. Donc, pour Lacan, la connaissance, elle est de nature interprétative. Pour lui, il y a une continuité entre la connaissance, l'interprétation, le délire, la paranoïa. C'est de la même étoffe. C'est de la même étoffe. Alors ça, c'est quand même embêtant que la connaissance, ça ressemble un peu à la paranoïa. Mais c'est bien l'idée de Lacan. C'est bien l'idée de Lacan. Et là où il dit, pourquoi alors, vous savez, cette fameuse formule, la science est une paranoïa réussie. Mais alors, pourquoi le paranoïa qui rate ? Parce qu'il sous-estime les possibilités du groupe de comprendre son interprétation. C'est-à-dire que c'est là que ça déraille. Il avait fait sa thèse sur une femme qui s'appelait Aimée, et bon, je ne raconte pas ça, ça serait trop long. Et donc Lacan, avec ce slogan extrêmement fort, il faut absolument supprimer le sujet supposé savoir avant que nous sachions. N'est-ce pas ? Supprimer le sujet supposé savoir avant que nous sachions. Et ça, c'est dans une large mesure un plaidoyer pour l'interprétation. Il est psychanalyste, il s'intéresse à la psychanalyse, mais son propos est plus loin. C'est un homme de culture, un philosophe aussi, n'est-ce pas ? Donc, moi, j'attribue beaucoup d'importance à l'interprétation, et ça, c'est la base de la construction que je propose. Et alors, on va arriver, il y a encore un peu de temps. Oui, on va arriver à une question qui touche le futur. Oui. Et les craintes. Oui, c'était ma question. Comment relier finalement cette question d'interprétation à la connaissance que l'on peut avoir du futur ? Oui. Est-ce que du coup une connaissance du futur est possible ? Ou est-ce que ça n'invalide pas précisément une connaissance sur le futur ? Parce que le point alors, j'aborde pas cette question du futur et des possibles, etc., en elle-même. Je propose de faire entrer dans le travail scientifique des choses qui n'y étaient pas précédemment, à savoir les craintes. Donc c'est ça mon idée. Parce que la thèse que je développe, c'est que pourquoi l'interprétation n'a pas été acceptée dans la science, si vous regardez depuis le programme baconien, 17e, 18e siècle, ensuite au 19e siècle. Pourquoi ? Parce que largement dans le monde occidental, la science s'est développée contre la religion. Contre la religion. Le grand partage dont parle Bruno Latour, pour moi, c'est un partage entre la religion et la science. Et au 19e siècle, c'était en effet la grande question. Si vous regardez tous les grands récits sociaux, des Godin, des Fourier, etc., leur grand souci, c'était que si on supprimait la religion, il n'y aurait plus de lien social. Et donc la science, elle laisse un vide.
Et à tel point que le cher Auguste Comte, il a bien compris ça, et que il a proposé de construire une religion, la religion de l'humanité, pour faire que science et sociale fonctionnent ensemble. Donc, je pense qu'en effet, il y a une sorte de scotomisation de l'interprétation. D'ailleurs, il y a un point qui est assez intéressant d'un point de vue de l'histoire, c'est que, bon, vous avez beaucoup de philosophes qui ont dit Dieu est mort. Nietzsche a dit ça, etc. Si je reviens à Lacan, il disait exactement le contraire. Il disait Dieu est partout. On ne comprend pas qu'on dise Dieu est mort. Mais en revanche, moi, ce que je dis, c'est que les diables sont morts. Les petites divinités sont mortes. Or, les petites divinités, si vous regardez des civilisations comme celle des Mayas, ou si vous regardez le shintoïsme actuellement au Japon, les petites divinités, elles avaient un rôle social qui n'était pas si sot que ce que les positivistes ont dit. Ce n'était pas de la superstition bête, c'était la présence permanente d'un souci, la présence permanente d'une préoccupation. C'était ça, les petites divinités. Et les petites divinités, elles ont été chassées parce que dans le dialogue entre la religion et la science au XIXe siècle, eh bien, c'est elles qui sont passées à la trappe le plus rapidement. On les a classées dans la superstition. C'est très curieux parce que si vous regardez au Moyen-Âge, ce qu'on appelle les grilles, vous savez, c'était des divinités qui avaient une tête humaine sur le ventre, et on en voit plein dans les chapiteaux romans. Donc au Moyen-Âge, il y avait des divinités intermédiaires et qui étaient liées plus ou moins à tel mal, etc. Et donc, je pense qu'on a chassé l'interprétation de la bonne science et que, devant les problèmes qui se posent aujourd'hui, qui, à mon avis, sont graves, des menaces dans plein de directions, il me semble très intéressant de réhabiliter un travail interprétatif sur des craintes, sur des inquiétudes sociales. Donc, de la partie sociologie des sciences, je prends que effectivement du social émergent des questions. D'accord ? Mais ce que je dis en plus, c'est qu'il n'y a pas que des controverses et tout n'est pas au niveau d'un jeu d'acteurs. Il y a aussi du travail scientifique. Et peut-être, je vais terminer en donnant quelques exemples. Parce que c'est ça qui est, je crois, le plus amusant. Alors d'abord, dans le passé, je réaffirme qu'il y a énormément de situations où il y a un être question, j'appelle ça un travail sur un être question. Un être question, c'est un peu tout à fait dans l'esprit de ce qu'a expliqué Anne-Françoise et des travaux aussi de Léo. Un être question. Alors un être question, dans le passé, c'était extrêmement fréquent. La transmutation. La transmutation, vous connaissez l'histoire de la malle de Newton, n'est-ce pas ? On a trouvé, c'est pas très vieux, il y a quelques décennies, on a trouvé une malle dans laquelle il y avait les papiers de Newton. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que Newton a passé le plus clair de son temps à essayer de faire de l'argent avec du plomb et de l'or avec de l'argent. Et ceci est très bien expliqué d'ailleurs dans l'histoire de la chimie d'Isabelle Stengers. C'est qu'en fait, on pensait que le métal était une seule catégorie et qu'il y avait des métaux plus ou moins sales et qu'il fallait donc, on avait l'espoir de pouvoir les nettoyer. Et donc Newton a passé une grande partie de son temps à faire de la transmutation qui était donc un être question. Le mal des ardents, c'est tout à fait typique, le mal des ardents, vous connaissez cette histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire du mal des ardents ? C'est très vieux, ça commence au XIIe siècle. Et c'est particulièrement dans les famines qu'on voit un certain nombre de personnes qui deviennent un peu folles, jusqu'à se jeter par la fenêtre. Mais parfois, les comportements sont tout à fait impressionnants parce qu'ils se coupent les doigts, ils n'ont plus mal au bout des membres. Et donc, par inadvertance, leurs membres tombent.
Et on appelle ça les ardents et on est persuadé que c'est le diable qui les punit. Et puis ça disparaît pendant un temps et puis ça réapparaît quand il y a de nouveau des famines. 12e siècle, 17e siècle et au 18e siècle, ça réapparaît aussi dans différents pays, le mal des ardents. Et on a fini par trouver ce que c'était. C'est un être question qui en effet existe, qui est dû à l'ergot du seigle. Dans les famines, on mangeait du seigle, et dans le seigle, il y a un petit champignon qui s'appelle l'ergot du seigle, qui est producteur d'un certain nombre de produits hallucinogènes, non seulement hallucinogènes, mais qui détruisent le système nerveux, de telle sorte que, effectivement, tous les symptômes se sont trouvés expliqués par la suite. Mais vous pensez bien que dans toute cette période d'au moins 5 siècles, le mal des ardents était un souci qui était attribué à cette divinité. Donc il y avait une forme des serviteurs de Satan qui était l'utilisateur du mal des ardents. Un exemple. Le phlogistique, c'est très intéressant. Le phlogistique, c'était un être question. Parce qu'on pensait que quand un corps brûlait, le phlogistique sortait du corps. On brûle. Eh bien, ça a été très difficile de faire le point sur cette question parce que jusqu'à ce que Lavoisier fasse des pesées extrêmement précises, c'est le contraire en fait. Quand ça brûle, c'est de l'oxygène qui se met dessus. Donc la masse augmente, elle ne diminue pas. C plus O2 donne CO2. Et donc en fait le phlogistique qui s'en allait quand ça brûlait, c'était une espèce d'antimatière. Ça marchait dans l'autre sens, la réalité. Et donc pour retourner cette situation, bon, le phlogistique n'existe pas. Neptune, j'en ai parlé. Le calorique, ce n'est pas la même chose du tout que le phlogistique. Le calorique, c'est la question d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qui fait que la chaleur progresse dans un corps. C'est quoi qui progresse? C'est le calorique. C'est-à-dire que c'est plus ou moins chaud, et on voit bien, si on chauffe à cet endroit-là, ça se propage, en particulier dans les métaux. Alors, la question du calorique se pose dès que Fourier et Poisson écrivent les équations de la chaleur. Donc ça se propage. Mais qu'est-ce que c'est que ce calorique? Donc c'est au début du 19e siècle, on pose la question du calorique. Et alors, est-ce que ça a une masse? Qu'est-ce que c'est que ce calorique? Qu'est-ce que c'est ce produit? Jusqu'à ce que, à la fin du 19e siècle, on dise « Ah, mais le calorique, c'est l'énergie cinétique moyenne des molécules. » Oui, sauf qu'à cette époque-là, les molécules, eh bien, il y avait beaucoup de gens qui n'y croyaient pas. Marcellin Berthelot était totalement opposé à l'hypothèse atomique. Henri Le Chatelier était complètement opposé à l'hypothèse atomique, que c'était des élucubrations qui ne servaient à rien. Donc, on a un être question sur lequel on ne sait pas ce que c'est, qui se trouve interprété par une nouvelle théorie, mais cette nouvelle théorie, bon... Et puis l'éther, évidemment, c'est un très très bel exemple. Alors je ne vais pas prendre trop de temps, mais l'éther, c'est absolument splendide parce qu'il fallait bien que les ondes électromagnétiques vibrent sur quelque chose. Il fallait bien qu'il y ait quelque chose qui vibre, puis c'était des vibrations transversales. D'où le fait que, est-ce que ça avait un poids, l'éther? Est-ce que c'était entraîné un peu par la Terre? Pas entraîné. On faisait des mesures des étoiles à 6 mois d'intervalle pour que la Terre aille dans un sens puis dans l'autre, pour voir si l'éther était un peu entraîné ou pas. Et là, c'est un exemple où l'être question, qui est l'éther, a été récusé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais ça a été au prix de changer les lois de la mécanique. Il a fallu changer les lois de la mécanique. On dit, non, ce truc-là n'existe pas, c'est contradictoire. Alors, je termine avec ça. Je pense qu'il y a plein d'êtres questions aujourd'hui qui méritent un travail un peu similaire. Donc il y a une phase imaginative de constitution de l'être question. J'en cite pour que les propos soient plus concrets. La survie des abeilles. C'est un être question. Est-ce que la mort des abeilles, voilà, est-ce que
est-ce que c'est quelque chose qu'on peut approcher ou bien qu'est-ce qu'on peut en dire? Une vieille centrale nucléaire. Bon, les faibles doses, alors ça c'est tout à fait typique, faible dose de rayonnement ou faible dose de concentration de produits. Bon, bah, c'est incontestablement quelque chose qui évidemment fait débat social, mais aussi qui mérite un travail scientifique approfondi. Le recyclage total, c'est un être question. Le développement durable, c'est aussi un être question. Alors j'en ai mis d'autres exemples. La création monétaire pour financer la transition écologique. Ben, c'est dans le domaine de l'économie, c'est un être question. Est-ce qu'on peut financer la transition écologique grâce à la création monétaire? Il y a beaucoup d'économistes qui sont très persuadés que c'est possible, etc. Donc ça, c'est le risque OGM, évidemment, c'est un être question. Le prion, c'est un des plus beaux exemples. Le prion, vous connaissez l'histoire du prion. Donc, c'est la question de l'encéphalopathie spongiforme bovine, la vache folle. Et au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte qu'on ne trouvait pas l'agent pathogène. Donc, ni bactéries, ni virus. Jusqu'à ce qu'on reprenne une hypothèse qui avait été lancée par Prusiner, je crois, que la forme seule d'une protéine, pouvait se propager à d'autres protéines sans qu'il y ait transport de matière. Il n'y a pas d'agent, il n'y a qu'une forme. Alors ça, c'est typiquement un être question. Parce que maintenant, il y a des gens qui ne sont plus tout à fait d'accord avec ça, qui disent qu'il y a quand même des transports de matière, etc. Donc, voilà. Donc, je pense que pour conclure, je dirais, devant les craintes, les menaces qui arrivent dans différents domaines, il y a un travail nouveau qui est scientifique, qui consiste à essayer de résoudre un être question. Parfois, on montrera qu'il n'existe pas. Parfois, on montrera qu'il existe. Parfois, ça va rester comme un souci. C'est-à-dire qu'on sera dans une situation indécise. Mais rester dans une situation indécise parce qu'il nous manque des éléments qui sont probants dans un sens ou dans un autre, c'est mieux que de ne pas s'en préoccuper du tout. Et oui, parce que ça veut dire qu'on tient compte de cette difficulté. C'est un peu le rôle qui était joué par les divinités dans le passé, si vous voulez. Maintenant, il y a d'autres situations qui peuvent se produire. L'être question peut éclater en d'autres problématiques où on se pose les questions d'existence aussi. Donc, si vous voulez, et pour ça, c'est proche des préoccupations d'Anne-Françoise et de Léo, pour ce que j'en connais, c'est de réintroduire dans le travail. Ça ne minimise pas d'autres réflexions, mais de réintroduire dans le travail scientifique le travail sur l'existence. Alors ça a un lien très fort avec le futur, évidemment, parce que je pense que devant les inquiétudes ou les incertitudes du futur, quels outils nous disposons? Eh bien, cette façon que nous avons d'interpréter, le fait qu'on soit un petit peu paranoïaques tous, c'est précieux, parce que ça va nous donner des moyens qui vont au-delà du positivisme, et c'est à travailler scientifiquement. Voilà. Bravo, merci. Je pense qu'on peut applaudir les deux intervenants.